En France, la Cour de justice de la République est la seule instance capable de juger les actes de membres du gouvernement. Depuis le début de la pandémie, elle a déjà reçu au moins 90 plaintes contre des ministres. Parmi elles, 9 ont été jugées recevables, dont la vôtre, Louis-Étienne Albrand. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin, vous êtes passé par différents cabinets ministériels. Aujourd'hui, vous portez plainte contre le gouvernement pour sa gestion de la pandémie. Que reprochez-vous aux autorités françaises? Je pense qu'il y a eu, pour les masques, au tout début de l'épidémie, il y a eu quand même un mensonge d'État. Puisqu'on a dit les masques sont inutiles, ils sont contre-productifs. Et je pense que ça a amené certains soignants, puis surtout ce que j'appelle les invisibles, les gens de peu, comme disait l'écrivain Sanso, qui n'ont pas d'informations et ont cru cela et ne se sont pas protégés. Donc mise en danger d'une population. Oui, absence de protection. Je lisais ça aujourd'hui dans la Gazette du Palais. Les juristes s'y intéressent. Il y a eu une absence de protection de la population. Où en est le dossier? Où en est votre plainte? Elle a été jugée recevable. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On porte plainte à la Cour de justice de la République, qui a été créée, comme vous le savez, dans les années 1993, sous la présidence de M. Mitterrand, François Mitterrand. Il y a la commission des requêtes, avec des conseillers d'État qui acceptent ou pas la plainte. Et ensuite la commission de l'instruction, et avec des députés, des sénateurs et des magistrats qui instruisent, comme un juge d'instruction, l'affaire. Mais quel est le calendrier maintenant? La plainte est jugée recevable. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous espérez un procès? Il y a une prescription de 6 ans, donc les gens ont 6 ans pour porter plainte. C'est la justice. Laissons travailler la justice. Moi, j'étais conseiller de 3 gardes des Sceaux, M. Badinter, M. Chalandon, Mme Rachida Dati. Donc, j'ai le plus grand respect pour l'institution judiciaire. Vous espérez un procès? Il y aura une décision de justice. Vous savez, tout ça n'est pas nouveau. Vous parlez de judiciarisation. Ça remonte à Montesquieu, la séparation des pouvoirs. Et le législateur, dans sa sagesse, en 1993, a pensé qu'il était bon d'avoir un privilège de juridiction. Voilà. On va voir un autre exemple que le vôtre. Claire Loupiac est la veuve d'un soignant emporté par la Covid-19 au printemps. Elle a décidé, elle, de porter plainte contre X. Mévalo et Hervé Labourdette l'ont rencontré. Malgré les apparences, Claire Loupiac n'a plus le cœur à s'amuser. Son mari, médecin urgentiste, est décédé au mois d'avril, victime du nouveau coronavirus. Depuis 2 mois, elle vit provisoirement dans la maison où ses parents habitaient. J'avais beaucoup trop d'images qui me revenaient. Dans notre chambre, je n'ai pas pu rentrer. Éric Loupiac exerçait à l'hôpital de Lons-le-Saunier. Délégué syndical de l'Association des médecins urgentistes de France, présidée par Patrick Pelloux, il se battait depuis le mois de décembre 2018 contre le manque d'effectifs et de lits au sein de son service, toujours débordé. Derrière lui, il laisse 3 enfants, 2 filles et un fils, Maxime, 21 ans. Il garde l'image d'un père fort et engagé. Il faisait une garde de 24 heures rentrée. Vous voyez votre père qui est assis sur le canapé en train d'écrire des tribunes, d'envoyer des mails, de tout le temps au téléphone avec des représentants syndicaux, des gens d'autres hôpitaux, choses comme ça. Dès le 26 février, date du premier mort en France, la famille Loupiac s'auto-confine, le médecin urgentiste ne sortant que pour effectuer ses gardes. Il m'avait dit je prends un risque à l'hôpital. Il a vu la situation de l'hôpital, je prends un risque d'être contaminé. Il m'a dit mais de toute façon il faut que j'y aille. Voilà, c'est mon travail, il y a des malades, j'ai pas le choix. Manque de masques FFP2 pour le personnel soignant, tri de patients non masqués dans la salle d'attente des urgences. Le médecin Loupiac aurait pourtant alerté à plusieurs reprises la direction de son hôpital pour que les choses changent. La direction a refusé. Il y a un refus écrit? Oui, il y a un refus écrit, oui. Éric Loupiac, 60 ans, tombe malade le 16 mars. Hospitalisé à Marseille, le traitement à l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas. Admis en réanimation, il succombe le 23 avril. Jamais la direction a pris de ses nouvelles. Il n'y a que ses collègues qui ont pris des nouvelles et que j'avais régulièrement au téléphone. Persuadée que son mari a été contaminé à l'hôpital, Claire décide de se tourner vers la justice. Qu'on m'explique pourquoi il y a eu toutes ces erreurs. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas écouté les réclamations de mon mari? C'est des réclamations pour la qualité des soins qu'ils aient, pour éviter tous ces morts. Pour obtenir des réponses, Claire Loupiac pense d'abord à porter plainte contre l'Agence régionale de santé et les ministres Buzyn et Véran. Avant que son avocat, l'ancien associé de l'actuel garde des Sceaux, lui conseille de porter plainte contre X, ce qu'elle a fait le 4 août dernier. Une enquête préliminaire a été ouverte. Plusieurs dizaines de personnes doivent être entendues par la police. La direction de l'hôpital assure que toutes les mesures de précaution ont été prises.
En portant plainte contre X et non pas contre des ministres comme elle l'envisageait au départ, Claire Loupiac plaide pour une démarche judiciaire et non politique. Vous portez plainte contre des ministres. Est-ce que vous êtes dans une démarche politique? Non, je suis dans une démarche pour essayer de... Je vous dis pour les invisibles, je représente ces gens... Porte-parole, c'est ça? Porte-parole, c'est ça, lanceur d'alerte. Voilà. Mais à quoi ça sert de porter plainte? Eh bien, ça sert d'éviter de telles erreurs. Vous savez, il faut être vigilant. Nous sommes une grande démocratie. Il faut que chacun, quand il devient ministre, sache les responsabilités qu'il prend, qu'il n'y ait pas que les ambitions personnelles qui motivent les gens. Et il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, tout va beaucoup mieux. Depuis le gouvernement Macron 2, il faut dire que je pense que cette crise aujourd'hui est bien gérée. Il y a l'affaire des tests. Peut-être il y aura un peu de rationalité à introduire dans les tests. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Mais là, il y a eu un moment où il y a eu au niveau de l'exécutif, alors que le président nous avait dit que c'est une guerre. Donc je pense que les données de la science, on savait à l'époque qu'il fallait des masques. On a dit il ne faut pas le masque, alors que la vérité c'est qu'on n'avait pas de masque. Mais il aurait été plus honnête peut-être de dire on n'a pas de masque, mais fabriquez-en. Comme Churchill a dit aux Anglais, voilà, allez vous cacher, etc. On n'a pas d'abri, mais allez dans les métros. On a l'impression parfois qu'on cherche un coupable, qu'on cherche un bouc émissaire face à des événements qui nous dépassent. Vous êtes dans cette démarche aussi? Cette loi est de 1993, vous savez, Montesquieu, c'est plusieurs siècles. Non, il y a toujours eu un contrôle de l'exécutif et dans une grande démocratie moderne, c'est normal. Alors après le ministre de la Santé Agnès Buzyn, Olivier Véran, après l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, c'est au tour de l'actuel chef du gouvernement, Jean Castex, d'être attaqué en justice pour sa gestion de l'épidémie. Le collectif Victimes Coronavirus France a déposé plainte hier devant la Cour de justice de la République. Est-ce que ça n'est pas à l'opposition sur le plan politique de porter plainte? Les commissions parlementaires ne servent pas à ça? Oui, et les députés, théoriquement, d'après la Constitution, contrôlent le gouvernement, ils jouent leur rôle. Peut-être que je serai entendu dans les commissions du Sénat et de l'Assemblée, puisque moi j'ai suivi dans la France périphérique, en province, ce qui s'est passé. Vous savez, il y a le caractère de la République qui est une indivisible. Donc il faut aussi savoir ce qui se passe. Moi j'étais dans les montagnes et voilà, et je pense que les députés seront intéressés de m'entendre pour savoir ce qui s'est passé partout en France. Il y a une nuance quand même entre incurie politique, c'est ce qu'on a pu reprocher aux autorités françaises, et infraction pénale. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de tout mélanger? Non, parce qu'il y a un code pénal et quand on est en responsabilité, moi j'ai exercé longtemps la médecine, j'ai passé des jours et des nuits dans les hôpitaux, et si j'avais fait des mauvaises décisions ou si j'avais mis en danger la vie d'autrui, manque de prévention, je pense que je me serais retrouvé devant les juges. Il y a une tendance... Personne n'est au-dessus de la loi. Voilà. Vous me direz si vous êtes d'accord, il y a une tendance à l'heure actuelle dans de nombreuses démocraties libérales à déléguer aux juges des décisions qui portent sur des enjeux qui sont profondément politiques ou litigieux, controversés. Est-ce que, on l'évoquait tout à l'heure, il n'y a pas un risque de judiciarisation quand même de la société, voire même d'un genre de populisme judiciaire ou pénal? Non, ce n'est pas du populisme. Il faut laisser aux juges l'axe central de notre démocratie. J'en reviens à Montesquieu, partage des pouvoirs, et il faut que l'exécutif n'échappe pas au contrôle judiciaire, et les juges sont nécessaires dans notre société. C'est même le dernier recours, et c'est ce qui nous différencie des États totalitaires. Il y a souvent cet exemple américain où les plaintes, où on porte plainte plus facilement, vu d'Europe. Souvent, on se dit parce qu'ils exagèrent pas un peu. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu cette tendance en Europe? Je ne parle pas de la pandémie là particulièrement, mais est-ce que oui, c'est vrai pas pour une la tendance? médecine, c'est vrai pour plusieurs métiers qui se judiciarisent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on cherche souvent l'auteur de la faute, alors qu'avant, peut-être qu'on acceptait, les victimes étaient plus dociles, disons. Est-ce qu'aujourd'hui, l'auteur d'une faute, ça peut être par exemple un médecin, puisque là on parle d'autorité, mais un médecin ou un enseignant dans ce contexte de pandémie, estimer qu'un enseignant n'a pas fait ce qu'il fallait, a contaminé des enfants ou pas? Enfin, est-ce que ça, c'est pas un risque? Oui, aujourd'hui, il ne faut pas que ça freine. Par exemple, il ne faut pas qu'un médecin lève une chance à un patient ne l'opérant pas de peur d'avoir des poursuites judiciaires. C'est ce que vous voulez dire et vous avez raison. Il faut un équilibre. Mais est-ce que ce n'est pas le même risque pour le politique aussi? Puisque si le politique craint des poursuites, est-ce qu'il va être en mesure de prendre avec clairvoyance et sans peur les décisions qui s'imposent pour une société? Absolument, il y a ce risque. Et d'ailleurs, il faut faire confiance à nos magistrats qui sont des gens de très grand niveau, très bien formés. Moi, j'ai travaillé, quand j'étais au cabinet de la justice, avec beaucoup de magistrats et j'étais surpris de la qualité de
cette catégorie professionnelle, faisons-leur confiance. Ces poursuites judiciaires, est-ce que selon vous, elles marquent un affaissement aussi? Est-ce qu'elles sont le signal d'un manque de confiance dans la démocratie? Ah oui, alors là, notre démocratie doit retrouver confiance en elle-même, et ça dépend de tous les citoyens. Vous voyez, on parlait du masque. Le masque, c'est quelque chose de très important pour nous protéger de cette maladie, mais ça change aussi les rapports humains. Vous voyez, on ne voit plus, il faut que l'individu en face de vous qui a le masque ne devienne pas, comme disait Sartre, l'enfer c'est les autres. Il est porteur de potentiel de mort, de maladie, donc il ne faut pas que ça casse la fraternité humaine. Il faut néanmoins faire un peu comme les Japonais qui ont gardé la courtoisie. Moi, j'ai beaucoup travaillé au Japon et j'ai vu que les Asiatiques qui portent le masque depuis des années, ça aurait dû aussi nous alerter, puisqu'il y a eu d'autres épidémies. Il faut que le masque, on s'y habitue et ne casse pas la qualité des rapports humains. Voilà, c'est important. Il faut que la fraternité, qui est une des bases de notre République, continue malgré la peur, parce que ce virus a développé en nous l'angoisse de la mort. Aujourd'hui, on cache la mort. Les grands théoriciens nous disent qu'on va vivre très longtemps, vous savez, tout le transhumanisme, c'est toute la etc. question philosophique qui se pose. rappeler que la mort qu'on cache aujourd'hui. C'est toute la question philosophique qui se pose autour de cette pandémie. Mais si on revient à ce qui nous occupe, il y a un temps long entre la recherche de la science, l'immédiateté de l'action, le moment de la justice. Est-ce que quand on porte plainte, on n'est pas condamné à être déçu, en fait? Non, parce que ça permet de rappeler à l'exécutif que prendre un poste de ministre, c'est quelque chose de solennel, d'important. Ça rappelle aux responsables de l'exécutif qu'ils sont responsables, qu'il faut, comme un médecin, chaque fois qu'on prend une décision, il faut peser le pour, le contre, etc. Non, je pense que c'est très sain dans une démocratie. Et les législateurs ont très bien fait en 1993 de faire cette loi qui permet la saisine de la Cour de justice par n'importe quel citoyen. Vous voyez, moi aujourd'hui, un médecin retraité qui vit au fond de la montagne, eh bien, a le droit d'aller devant les députés et demander ce qui s'est passé. Louis-Étienne Albrand, merci d'être passé sur le plateau merci de pour votre 64 accueil. minutes.